Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans les chiffres d'un véritable titan des biens de consommation, Procter & Gamble, pour leur année fiscale 2025. Et pour faire ça, on va se baser sur une seule chose, leur document officiel, le fameux rapport d'ICA. C'est parti pour le décryptage. Pour commencer, il faut bien se rendre compte de l'échelle. On parle d'une entreprise qui pèse près de 400 milliards de dollars en bourse. C'est un chiffre colossal qui donne un peu le vertige, et c'est vraiment la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. Alors, comment on va décortiquer tout ça? Eh bien, on va suivre un plan en 5 questions assez simples, mais qui vont droit au but. D'abord, est-ce que ça vend en plus? Ensuite, est-ce que ça gagne mieux? Puis, est-ce que c'est solide dans la durée? On verra aussi comment les actionnaires sont récompensés, et pour finir, comment l'entreprise elle-même voit son avenir. Allez, on attaque avec la toute première question, celle qui est un peu le nerf de la guerre, le chiffre d'affaires. Est-ce que Procter & Gamble a réussi à vendre plus cette année? Et la réponse est assez mitigée. En fait, le chiffre d'affaires net n'a quasiment pas bougé par rapport à l'an dernier. Au premier abord, on pourrait se dire, bon, ça stagne. Mais si on creuse un peu, on voit que ce zéro cache en réalité une sorte de bras de fer. D'un côté, P&G a augmenté ses prix de 1%, ce qui est positif, mais de l'autre, cet effort a été complètement annulé par l'impact négatif des taux de change. Les volumes de vente, eux, sont restés parfaitement stables. C'est exactement pour ça que les analystes et l'entreprise elle-même parlent tout le temps de ventes organiques. En gros, c'est le chiffre d'affaires sans les perturbations extérieures comme les devises. Et là, le chiffre est bien meilleur, plus 2%. Ça nous montre que le cœur de métier, lui, a bien progressé. Et cet argent, il vient d'où principalement? Eh bien, plus d'un tiers provient de la division entretien du linge et de la maison. C'est là qu'on trouve les marques iconiques comme Tide ou Dawn. C'est clairement le gros moteur du groupe. Bon, on a vu les ventes. Passons maintenant à la deuxième question. Vendre, c'est une chose, mais est-ce que l'entreprise est plus rentable? Est-ce qu'elle gagne plus d'argent sur chaque produit vendu? Et là, la réponse est un grand oui. Même avec des ventes qui stagnent, le bénéfice par action, qui est un indicateur clé de la rentabilité, a grimpé de 4%. C'est le signe que la machine P&G est devenue plus efficace. Mais comment ils ont fait? La magie se trouve dans la marge opérationnelle. Elle a fait un bond impressionnant de 220 points de base. Pour être clair, ça veut dire qu'elle est passée de 22,1% à 24,3%. Une amélioration de 2,2 points de pourcentage, c'est énorme dans ce secteur, et c'est surtout dû à une excellente maîtrise des coûts. Si on regarde dans le détail, on voit qu'ils ont été plus malins sur les dépenses marketing, qu'ils ont fait des économies sur les frais généraux grâce à une meilleure productivité, et qu'ils ont même eu un petit coup de pouce des taux de change sur certains coûts. Bref, une exécution opérationnelle vraiment impeccable. D'accord, les résultats sont bons, l'efficacité là, mais est-ce que tout ça est bien solide? Est-ce que ça peut durer? Pour le savoir, il faut s'intéresser aux risques que l'entreprise elle-même met en avant. D'ailleurs, P&G est très transparent là-dessus. Le rapport officiel commence avec cet avertissement, qui dit en substance « Attention, le futur est imprévisible et les choses pourraient ne pas se passer comme on l'espère ». C'est une façon de dire « Voilà les défis qu'on a sur notre radar ». Et ces défis, quels sont-ils? On y retrouve les suspects habituels, l'économie mondiale, l'inflation, les chaînes d'approvisionnement qui restent un sujet sensible, la concurrence qui est féroce, les taux de change, on a vu leur impact, et un point très important, la dépendance à certains gros clients. Tenez-vous bien, Walmart à lui seul représente 16% de toutes les ventes de P&G. Maintenant qu'on a une bonne vue d'ensemble de la performance, voyons comment tout cela se traduit concrètement pour ceux qui possèdent des actions de l'entreprise. Et là, on touche à l'un des aspects les plus connus de P&G. L'entreprise a augmenté son dividende chaque année depuis 69 ans. C'est une régularité de métronome. Ça montre une capacité à générer du cash de manière incroyablement stable, décennie après décennie. Par contre, si on regarde la performance de l'action en bourse, le bilan est un peu plus nuancé. Sur les 5 dernières années, le titre a fait moins bien que le grand indice américain, le S&P 500. En revanche, sa performance est très similaire à celle des autres entreprises de son secteur. C'est le profil typique d'une valeur dite défensive. Elle brille un peu moins quand tout va bien, mais elle résiste mieux quand ça secoue. Et ce n'est pas tout. En plus des dividendes, P&G a aussi dépensé 6,5 milliards de dollars pour racheter ses propres actions. C'est une autre manière de récompenser les actionnaires, car en réduisant le nombre d'actions en circulation, ça augmente mécaniquement la valeur de chaque action restante. Allez, on termine ce tour d'horizon en regardant vers l'avant. Comment est-ce que P&G imagine son propre futur? L'entreprise a une sorte de recette, ce qu'elle appelle son algorithme de croissance. En résumé, les objectifs sont clairs. 1. Faire mieux que le marché en termes de vente organique. 2. Faire croître les bénéfices de façon solide entre 5 et 9%.
Et 3. Transformer au moins 90% de ces bénéfices en cash disponible. C'est leur feuille de route. Et pour tenir cette feuille de route, il faut sans cesse chercher à s'améliorer. Un nouveau grand plan de productivité vient d'être annoncé. L'idée, c'est de simplifier la gamme de produits et de supprimer des postes administratifs d'ici 2027. La chasse aux coûts et la quête d'efficacité, c'est vraiment une histoire sans fin chez P&G. Tout cela nous amène à une question finale, un peu plus philosophique. P&G, c'est un paquebot immense qui avance avec une stabilité impressionnante, qui améliore ses marges et qui récompense fidèlement ses actionnaires. Finalement, pour un géant de cette taille, est-ce que cette prévisibilité et cette constance ne sont pas en soi la définition même de la réussite? La question mérite d'être posée.